Grand sujet, les amis. Grand sujet. La fin des fact-checkers et du fact-checking ou la fin de la propagande institutionnelle. Oh, c'est officiel. Les fact-checkers sont en train de disparaître et ce n'est que le début. La panique est totale. Regardons de plus près ce qui s'est passé exactement parce que cette histoire révèle énormément de choses que nous essayons de dénoncer depuis des années. Alors, je m'inspire beaucoup sur le dernier live d'Alexis qui était un de ses meilleurs lives où il explique pourquoi la guerre de l'information est gagnée. Okay. Et il donne des éléments tout simples qui m'ont inspiré. Je voulais faire une vidéo. D'ailleurs, si vous voulez couper cet extrait, prenez-le et découpez-le et publiez-le et je le partagerai. Thierry note le timecode, comme ça peut-être que nous on peut le faire aussi. C'est 100% du temps quand historiquement les médias ont été contrôlés par les gouvernements, ça n'a pas tardé avant de devenir un régime autoritaire. Okay? Le contrôle des médias est la dernière étape avant la prise de pouvoir totale d'un régime autoritaire. Okay? Donc maintenant, si on prend ça en compte, là je réponds à la grande question pourquoi je suis complotiste. Okay? Si on prend ça et on se pose la question... Putain, j'arrête pas de perdre le fil ce soir. Attends, tu sais quoi, je vais couper la musique parce que ça me saoule. Non, c'est perturbant. Tu sais, peut-être tu vas le retrouver, mais Goebbels lui-même, il a cette célèbre phrase, il dit « Donnez-moi le contrôle de la presse et de la radio, à l'époque, et je vous fais d'une nation d'hommes une nation de porcs. » Bon, la citation peut-être pas exacte, mais... Thierry, tu fais plaisir, tu mets le... Ouais, pardon. Oui. Ils avaient le mérite au moins d'être, je sais pas, de dire les choses comme ils sont, quoi. Ouais. J'allais demander à Thierry de nous mettre en replay pour savoir, parce que c'est important ce que je voulais dire. Ah oui, quand les gouvernements prennent le contrôle des médias, okay, ça finit par devenir un régime autoritaire. Okay? Et maintenant, on est entré dans une ère où des gens avec zéro compétence, okay, sont devenus fact-checkers. C'est-à-dire des non-experts vont te dire ce qui est vrai ou pas basé sur la version institutionnelle. Et les institutions qui sont contrôlées par les gouvernements. Donc, les fact-checkers c'est le service de propagande des gouvernements. Voilà, c'est aussi les simple experts. Que ça. Et c'est pour ça qu'il en vérité, messieurs. Ouais, voilà. Et comment vous connaissez la vérité? Parce que les institutions nous la donnent. Oui, mais les copains, t'as pas compris l'histoire en fait. T'as raté des épisodes dans ta vie. Hein. Ouais, non, il y a un truc qui colle pas là. Et donc du coup, le problème qu'on a avec cette histoire, c'est que on arrive à une situation où des journalistes se mettent des journalistes avec zéro compétence en santé, biologie et tout ça, se mettent face à des prix Nobel de virologie, de biologie et tout ce que tu veux, et ils disent au prix Nobel, non, tu as tort parce que l'institution m'a dit que tu as tort. Tu vois? Et donc, du coup, ils s'y croient à fond en termes d'arrogance. Putain, j'ai échangé avec William Oduro, le fact-checker du Monde, pour l'écriture de son livre. On a échangé plein de fois et j'ai remarqué à quel point cette personne est d'une arrogance inconsciente extraordinaire. Il n'est pas conscient à quel point il est arrogant en fait. Mais son arrogance, elle est juste, et toutes les informations qui allaient contre ses croyances, pim, elle les rebondissait, tu vois. Et donc, ces fact-checkers sont devenus spécialistes, spécialistes de rien du tout parce qu'ils n'ont aucune compétence. Ils sont juste devenus des copier-collistes de la version institutionnelle qui est contrôlée par les gouvernements. Donc, fact-checker et gouvernement, même combat. Donc, finalement, pourquoi je suis complotiste? Parce que je vois que les médias sont totalement contrôlés par les gouvernements. Simple. Oui, Nico. Ouais. Et là, on arrive à 5 ans depuis que le Covid il avait commencé. 5 ans de bataille justement de ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai avec eux, avec tous les effets secondaires qu'il y a eu, la censure sur Meta, la censure sur Facebook, sur X, enfin Twitter à l'époque. Et regarde, on en est rendu aujourd'hui. Je veux dire, tout ce qui a été fait n'a pas été fait pour rien. Je ne sais pas ce que tu as mis dans ton article, mais on n'a qu'à voir. Justement, j'ai un passage très poétique qui vient là. Attention, prépare-toi. Je reprends.
Si l'on regarde du côté de l'histoire, à chaque fois que les médias travaillaient main dans la main avec les gouvernements, cela se finissait en régime autoritaire. Ignorer ce constat revient à courir nu dans un champ de concombres ayant les yeux bandés et après un jour de pluie d'huile pour bébé. Géronimo. Le fact-checking n'est rien d'autre que la main du gouvernement qui cherche à trafiquer de l'information, comme on a pu le constater depuis leur début, et surtout depuis les Twitter Files. Okay? Et c'est pour ça qu'on a maintenant Julien Pain qui dit ouais, mais si on s'est planté, c'est pas de notre faute, c'est parce que les institutions nous ont donné les informations. Bah ouais, copain, c'est ce qu'on te dit, c'est que vous faites zéro journalisme, vous êtes juste des copier-coller de ce que les institutions vous disent. C'est littéralement des marionnettes, c'est même pas, vous êtes des bouches qui parlent en fait, juste des mégaphones de ce qu'ils veulent dire. C'est tout, c'est ce qu'on dit depuis le début. Et maintenant, bref, mais il semblerait que cette collaboration malsaine entre gouvernement, services de renseignement et individus malsains, ignorants et arrogants, j'ai nommé les fact-checkers, est en train d'arriver à son terme. Tout a commencé avec cette nouvelle. Donc, Meta annonce la fin de son programme de fact-checking. Des dizaines de médias partenaires devraient être affectés. Okay. Zuckerberg a fait cette annonce dans une vidéo qui est plus que surprenante venant de sa part, dans laquelle il dénonce ouvertement les fact-checkers et le service de fact-checking comme étant trop biaisés politiquement et qu'ils ont détruit plus de confiance qu'ils n'en ont créé. Oui. Ça vient de Zuckerberg. Après, attention, Zuckerberg, c'est pas un ange, il est dans les trucs mystiques chelous, les cultes et les sociétés secrètes et tout ça. Il retourne sa veste, il voit que la donne elle a changé, donc maintenant il a compris. Je pense pas que c'est ça. Je pense qu'il a juste pas le choix. Il fait ce qu'on lui dit parce qu'ils le tiennent par quelque chose. Voilà. Et maintenant, on va regarder sa vidéo parce que j'aimerais bien qu'on la voit ensemble. Je vais vous lire les sous-titres en fait. Donc, pour modérer Facebook, il dit « Nous avons construit de nombreux systèmes complexes. » Mais le problème avec les systèmes complexes, c'est qu'ils font des erreurs. Même s'ils censurent accidentellement seulement un % des messages, c'est des millions de personnes. Et nous avons atteint un point où il y a trop d'erreurs et trop de censure. Les récentes élections ressemblent aussi être un point de basculement culturel vers, une fois de plus, donner la priorité à la parole libre. Nous allons revenir à nos racines et se concentrer sur la réduction des erreurs, simplifier nos politiques et restaurer la liberté d'expression sur nos plateformes. Donc maintenant, il attaque frontalement les fact-checkers. D'abord, nous allons nous débarrasser des fact-checkers et les remplacer par des notes communautaires, comme sur X. Voilà. Et ça va commencer d'abord aux États-Unis. Après que Trump a été élu pour la première fois en 2016, les médias mainstream ont écrit sans arrêt sur la façon dont la désinformation était une menace pour la démocratie. Nous avons essayé de bonne foi pour répondre à ces préoccupations, à faire des choses pour répondre à ces préoccupations, sans devenir des arbitres de la vérité. Mais les fact-checkers, de fait, ont juste été trop politiquement biaisés et ont détruit plus de confiance qu'ils n'en ont créé, surtout aux États-Unis. On va réécouter. Mais les fact-checkers ont été trop politiquement biaisés et ont détruit plus de confiance qu'ils n'en ont créé. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Donc déjà, crac, les deux jambes, ils taclent au niveau des genoux, tu vois, ça fait mal. Mais là, direct, il attaque le woke. Deuxièmement, nous allons simplifier nos politiques de contenu et se débarrasser d'un tas de restrictions sur les sujets comme l'immigration et le genre, qui sont tout simplement déconnectés du discours global. Ce qui a commencé comme un mouvement pour être plus inclusif a de plus en plus été utilisé pour fermer les opinions et exclure les gens avec des idées différentes, et c'est allé beaucoup trop loin. Alors, je veux m'assurer que les gens peuvent partager leurs croyances et expériences sur nos plateformes. Donc, et après, il y a 2 points qui... voilà. Et après, on arrive au point numéro 5. Cinquièmement, nous allons déplacer notre site, le quartier général, en gros, de Californie à Texas.
Étonnant. Ouais. Alors que nous travaillons à promouvoir la liberté d'expression, je pense que cela nous aidera à instaurer la confiance de faire ce travail dans des endroits où il y a moins d'inquiétude sur les préjugés de nos équipes. C'est parce qu'ils utilisaient, disons, les putain, et je suis fatigué, hein. Je comprends Alexis quand il parlait de son truc là. Mais ça va aller, je reviens parce que j'ai eu un petit moment de... Bon, en gros, ils vont au Texas parce que... Les préjugés. En Californie, comment dire, le gouvernement, la pression idéologique, elle est trop forte. Ouais, le gouvernement est trop fort. Et puis, globalement, il y a une ambiance en Californie délétère sur le plan idéologique. Qui pousse justement à absolument épouser une ligne éditoriale, une ligne, un discours particulier, un narratif, quoi. C'est ça, je crois, si je comprends bien ce qu'il dit. C'est pas pareil, le Texas, c'est... ouais. Californie, c'est l'endroit le plus woke, c'est l'endroit le plus... voilà. Déconnecté. Exactement. Alors, il envoie un message à l'Europe. On dirait que, tu sais, il savait qu'il allait avoir une réaction, alors il prépare un message. Les États-Unis ont les protections constitutionnelles les plus fortes, gratuitement, de liberté d'expression dans le monde. L'Europe a un nombre toujours croissant de lois qui institutionnalisent la censure et la rendant difficile à faire quelque chose d'innovant là-bas. En gros, en Europe, il y a trop de lois qui censurent à un tel point que ça a tué l'innovation. Attaque à l'Europe. Alors, cette partie mérite vraiment notre attention parce que là, rappelez-vous, problème, solution. Ils créent le problème, ils apportent la solution et du coup, on réclame la solution. Donc, attention à notre autorité. Enfin, il dit, nous allons travailler avec le président Trump pour repousser les gouvernements du monde entier, s'ils s'en prennent aux entreprises américaines et pousser à censurer davantage. Donc ça veut dire que Trump est en train de l'appuyer dans la démarche. Donc si tu veux faire chier Facebook, c'est Trump qui va réagir. Donc si l'Europe fait chier Facebook, ils vont devoir gérer ça avec Trump. En gros, c'est ce qu'il dit. Okay? Alors, la seule façon de repousser cette tendance mondiale de censure est avec le soutien du gouvernement américain. Et je finis avec cette réflexion. Donc, il remplace l'influence gouvernementale par une influence gouvernementale. Parce que Trump, c'est le gouvernement maintenant. Okay. L'influence, tu peux avoir quand même un autre degré de lecture. Tu peux dire, il remplace l'influence gouvernementale par la protection de la Constitution par le gouvernement, puisqu'il est censé être garant de la Constitution. Tu vois ce que je veux dire? Je veux bien. Oui. Moi, je veux bien que dans l'état actuel des choses, okay, c'est comme ça que ça se présente. Mais le fait est qu'on est en train d'entrer dans une ère où ce n'est même plus caché que le gouvernement travaille avec les réseaux sociaux ensemble. Et ça se dit aux yeux de tous. Tu te rappelles, on avait parlé de la loi de rétribution. Ils sont obligés de nous dire ce qu'ils font. Et là, si je veux être métacomplotiste, okay, je pourrais te dire que tout le problème de fact-checking a été créé pour qu'on réclame comme solution l'aide de Trump dans la modération, tu vois. Parce qu'en gros, c'est ce qui est en train de se passer. Hein. Et donc, certes, pour l'instant, il protège une véritable liberté d'expression qui bloque personne, okay? Mais si ce lien s'officialise et il se marie, et que plus tard, il y a un truc qui se passe et que ce pouvoir tombe entre des mauvaises mains, on est dans la merde. Ce que j'essaie de dire, c'est que actuellement, la liberté d'expression est protégée par Trump, okay? Mais le lien qui s'est créé entre les réseaux sociaux et Trump, il est très dangereux parce que c'est le trône qui est le problème. Ce n'est pas la personne qui s'y assoit. C'est le trône le problème. Et c'est le trône qui détient le pouvoir. C'est pas la personne. Et donc, si quelqu'un de mauvais s'assoit sur le trône qui est en train de se créer aux États-Unis actuellement, on est dans la merde. Je le dis. Comme c'était le cas là avec Biden, parce que regarde, ce qui souligne Zuckerberg au final, au-delà de fact-checker, c'est vrai que c'est kiffant, le fait qu'ils disent que
puisque en gros, bon, moi, c'était pas des fact-checkers, c'était juste les relais de propagande du pouvoir qui est en place, mais aussi ce qui souligne est extrêmement important, c'est qu'il n'y a pas de garantie de protection de la Constitution aux États-Unis, puisque là, sous Biden, on a vu que la Constitution est restée la même sous Trump que sous Biden. Mais on a vu qu'il n'y avait aucun moyen de la faire respecter, puisqu'ils sont allés complètement contre le premier article de la Constitution américaine, quoi. Ouais. Je sais pas, ils ont attaqué c'est censé faire sursauter les gens, même aux États-Unis. Ouais, ça, ils sont dans le sens de dire, regardez, on a un problème. Ok, on a Trump, d'accord. Pour une fois, allez, admettons tout simplement que Trump, il est bienveillant dans le sens où il veut protéger la Constitution et faire les choses en fonction de la Constitution américaine. Mais ça veut dire que demain, dans 4 ans, c'est plus Trump. Pareil, c'est, je sais quoi, c'est... Comment on peut dire ? C'est fais ce que tu veux, quoi, de l'instant où tu es président. Normalement, tu es juste un fonctionnaire. Tu es donc censé là, être au une service. chose importante. Voilà, tu es censé être au service. Donc voilà, qui c'est qui surveillera les surveillants, quoi. Et c'est toujours la question, et c'est pour ça, gardons un œil, parce que je l'ai dit au dernier live, je le répète encore, ceux qui préparent, enfin, le dernier candidat pour devenir le fameux faux messie, c'était celui qui est devenu Krishnamurti. Donc, si vous pensez que le faux messie va avoir la peau rouge, des cornes et une queue pointue, vous vous trompez, il aura l'air d'un agneau. Donc, soyons très attentifs à qui on accorde notre autorité. C'est comme on avait vu une fois avec un invité, celui qui fait la course à pied autour de la France. C'est à nous de choisir nos maîtres et de ne pas se marier avec, en fait. En gros, c'est ce qu'il avait sous-entendu. C'est de garder le droit de le changer. Parce que les maîtres qu'on choisit nous nourrissent spirituellement. Donc, alors. Et je pense que voilà, juste pour finir, je pense que sur cette intervention de Zuckerberg, les gens ils devraient vraiment se dire que ce que bâtissent les hommes, quoi qu'il en soit, voilà, et que ceux qui pensent être des châteaux forts gigantesques qui protègent quelque chose, une façon de vivre, des valeurs universelles, etc., ne sont que des châteaux de sable en réalité construits sur rien du tout. Voilà, puisque même le pays comme les États-Unis, avec sa constitution et tout ça, et avec l'importance qu'il lui donne, n'est pas capable de garantir les droits fondamentaux que cette même constitution met en avant. Je veux dire, ça doit travailler là-dedans. Ça doit travailler là-dedans chez les gens, justement, par rapport à ces questions d'autorité. Question d'autorité, tu as tout dit. On a une émission en Révélation qui parle d'autorité, je crois que c'est l'épisode 13. Allez le regarder, c'est super important. Tu as mis le doigt sur le point le plus important, Nico, c'est l'autorité. Alors, la réaction à cette annonce surprenante de Zuckerberg a été très violente par le milieu politique et médiatique français. Déjà qu'ils serrent les fesses avec X et Elon Musk, maintenant ils doivent se préoccuper de Facebook aussi. Cela a été la raison d'un grand nombre d'attaques contre Zuckerberg à travers d'articles de ce genre, comme France Bleu, qui te dit ce revirement de Mark Zuckerberg est donc perçu comme une volonté de plaire à Donald Trump, qui a assuré qu'il avait probablement influencé cette décision. Meta et Facebook ont fait beaucoup de progrès à juger le président élu républicain. Donc en gros, voilà, Zuckerberg est devenu pro-Trump maintenant, tu vois. Hein? Je veux relire l'article de France Bleu, s'il te plaît. Remets-le, tirer à l'écran. Remets-le. Alors, France Bleu, pourquoi la fac du fact-checking sur Facebook inquiète les spécialistes du fact-checking? Pourquoi ça inquiète les fact-checkers? Parce qu'au final, c'est ça. Parce que Pôle emploi ne fonctionne pas correctement en ce moment et ils auront besoin. Alors, il y a eu aussi des réactions monumentales comme celle de Julien Pain, un fact-checker étant connu pour son niveau de QI d'un Ricinus communis radioactif. Gardez bien ça, vous savez. Le protozoaire. Ricinus communis, c'est la plante la plus toxique. Donc voilà, je dis ça juste comme ça. Si vous cliquez sur le mot, ça vous... Donc il est toxique et radioactif en même temps. Le gars, il a fait fort. C'est... Alors, sa réaction, juste, on doit lire quand même.
à travers cette attaque contre les fact-checkers, c'est notre modèle de démocratie qui est attaqué. Seule l'opinion compte, par-delà les faits. Oui, non, mais ça, c'est ce que vous faisiez. Hein. Et les opinions les plus extrêmes sont toujours valorisées par les algorithmes. Cela ne va faire qu'empirer. N'ayez pas de doute là-dessus. Ils s'en prennent d'abord aux fact-checkers, mais ils ne s'arrêteront pas là. Et justement, Julien, c'est ce que je te disais, c'est que d'abord, ils ont censuré nous. Et j'ai dit, s'ils nous censurent nous, ils ne vont pas s'arrêter à nous. Tu vois, maintenant, c'est à votre tour. Donc maintenant, tu te retrouves à donner le même message qu'on donnait il y a 4 ou 5 ans ou même plus. Donc, bienvenue au club. Oui. On les a prévenus. Hein. Combien de fois tu leur as dit, on disait, arrêtez vos conneries, vous allez voir. Voilà. Le boomerang, ça revient dans la gueule, ça, cette fâcheuse tendance. Et attends, parce que le niveau de la connerie, là, il est méga élevé. Hein. Écoute, pour rappel, il dit... Pendant des années, Facebook a financé le travail de fact-checkers du monde entier, y compris en France, pour lutter contre la désinformation. Hein? Non, mais attends, parce qu'il disait qu'ils sont indépendants, excuse-moi, les fact-checkers étaient indépendants. Ils étaient indépendants, mais ils étaient indépendants payés par Facebook. Facebook, qui avec les Twitter Files et les Facebook Files, on sait qu'ils ont été financés pour l'aspect propagande par le FBI et la CIA. Donc, en gros, la CIA a payé les services de fact-checking en utilisant les réseaux sociaux comme proxy. Okay? La CIA et le FBI payaient les réseaux sociaux pour payer les fact-checkers. Et Julien Pan, il nous le donne gratos. Tiens, prenez. Merci, Julien. Merci, tu viens de nous fact-checker, mais pas pour dire qu'on a tort, pour dire qu'on avait raison sur le fait que vous étiez tout sauf indépendants. Alors, peut-être toi, tu considères que tu es indépendant parce que niveau intellectuel, ça ne vole pas très haut, on doit le dire. Hein, excuse-moi. C'est voilà quoi. Hein? Comment Ricinus communis radioactif, voilà. Alors... Et je rappelle aussi que mon travail, celui des fact-checkers, est de vérifier les informations en les comparant à la version des institutions, bien évidemment. Réfléchir bien. Oui, parce que lui, il est un spécialiste de tout. Non, en fait, il est trop con pour être spécialiste de quoi que ce soit. Il est spécialiste de rien, d'où le fait qu'il est un fact-checker. Ok, comprenez que c'est comme ça que ça fonctionne. Réfléchir au biais que... Le reste, voilà, je vous l'ai laissé ici en cadeau, mais je peux vous dire que, tu sais, récemment, j'avais parlé d'un conseil d'investissement en couche-culotte et en camisole. Là, c'est couche-culotte. Pour le coup, il y en a qui serrent les fesses vraiment, hein, parce que ce que Julien Pan ne vous dit pas, c'est qu'ils sont impliqués, leur responsabilité sera impliquée. Le fait quand on verra publiquement qu'ils ont attaqué la vérité injustement, etc., il y aura des plaintes massives contre eux et ils ne pourront plus marcher dans les rues. C'est quelque chose contre lequel on les avait prévenus parce qu'on savait que ça allait arriver et on leur disait, les gars, calmez-vous. Je me rappelle avec William, je lui disais, William, tu n'es pas seul, tu ne vis pas seul. Sois pas con, tu as une famille, copain. Tu vois, tu veux pas prendre le risque de faire des choses stupides comme tu fais, parler de sujets que tu maîtrises pas du tout et devenir l'interface de personnes obscures derrière toi. Tu mets en danger, tu mets en danger ta famille aussi. Et est-ce que tu es... Ben non, il est trop con pour comprendre en fait. Vraiment, je vous le dis, c'est un manque d'intelligence. C'est un manque d'intelligence qui ne permet pas à ces gens-là de voir l'ensemble. Et du coup, on a profité de leurs bêtises pour les jeter dans la merde. Et maintenant, bah voilà quoi, super pain, il va se prendre des super pains, je pense, dans les temps à venir. J'espère pour eux, parce que moi je les pardonne, tu vois, ils me font plus d'effet, plus rien, j'en ai plus rien à foutre en fait, tu vois, c'est... personne n'est parfait, eux, ils le sont beaucoup moins que les autres d'ailleurs, mais ce sont des êtres humains, je suis imparfait aussi, je ne jetterai aucune pierre, tu vois. De mon côté, juste j'observe. J'avais prévenu à l'époque, maintenant je dis, écoute copain, je suis navré, mais là je peux rien faire. Tu t'es mis dans cette merde. J'aurais bien voulu t'aider, mais je peux pas t'aider. Tu t'es mis dans cette merde en étant aussi arrogant et insultant envers une partie de la population qui devenait de plus en plus importante et qui maintenant va grandir, quoi. Donc voilà. Alors que il suffisait d'être ce qui est censé être quelqu'un qui est un fact-checker, puisque si tu connais pas la vérité, sois juste sceptique.
Juste dire, oui, là d'un côté on me dit ça, je suis sceptique, de l'autre côté on me dit ça, je suis sceptique aussi. Voilà, je soulève les incohérences et tout. Mais non, vous avez asséné, Ouais. ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai, et ça c'est faux, ça c'est faux. Coupez la tête de... Et vous êtes planté. À chaque fois, quasiment 100%. J'ai jamais vu quelqu'un se planter avec autant de régularité, tu vois. Alors, Zuckerberg, il dit, les gars, vous m'impressionnez pas quand même. Hein. Je suis pas Elon Musk, mais ça va, j'en ai... Voilà. Alors, Zuckerberg qui répond, et c'est le New York Times qui rapporte ça, qui dit... Mark Zuckerberg, directeur général de Meta, a rejeté la responsabilité de certains problèmes de modération de Facebook sur les partenaires de l'entreprise chargée de fact-checking, déclarant dans une vidéo que les vérificateurs de fait ont fait preuve de trop de partialité politique et ont détruit plus de confiance qu'ils n'en ont créé. Et c'est le titre dont... titre très drôle aussi, hein. Ok, encore plus drôle que l'autre. Hein. New York Times, Meta affirme que les fact-checkers sont le problème. Les fact-checkers déclarent que c'est faux. C'est fact-checké, c'est faux. C'est un énorme cirque. Mais pour être un plus sérieux, il y a un peu. Hier, c'était l'anniversaire de mon ami de plus longue date en Ukraine. Et je l'ai appelé, on ne s'est pas eu au téléphone. Moi, je raconte un peu une anecdote personnelle. D'accord ? Et je l'ai appelé pour lui souhaiter joyeux anniversaire et il était en Ukraine. Je vais aller vite. Hein. Et au fil de conversation, on est arrivé, on s'est parlé la dernière fois, c'était avant le Covid, c'est pour te dire. Donc je ne suis pas du tout au courant comment il a vécu, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Mais on est arrivé à parler de ces sujets. Et il me dit, j'étais inquiet pendant 12 semaines. Pendant 12 semaines, je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Et après, il y avait certaines histoires, certains trucs. On m'a raconté des choses et il dit, j'avais un problème avec ça. Et je me suis dit, mais... Il m'a raconté une anecdote comme ça, il dit... Je suis physicien. Voilà, je sais qu'a priori comment fonctionnent un peu certains mécanismes, etc. En parlant des masques. Il a dit, si tu mets un slip et un pantalon et que quand tu pètes, ça pue, il dit comment un masque il peut te protéger, d'accord, contre les virus. Oui. Tu comprends? Oui. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et au final, il m'a dit, il a dit, et à partir de là, en fait, c'était une réaction en chaîne. Et lui, il cherchait à devenir pilote, etc. On lui a mis une énorme pression. Tu sais, en plus, c'est ton rêve, tu vois. C'est quand même, c'est beau de devenir pilote. Et lui, il les a tous envoyés chier. Et il a dit non, moi, je marche pas dans votre cabine. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Il est pilote. Il est pilote maintenant, il s'est pas vacciné lui, il n'a pas fait vacciner sa femme ni ses enfants. Et moi je lui ai dit bravo, franchement Romain, je respecte ton intelligence. Par contre, j'ai un autre ami très proche que j'ai appelé, qui était un expat en Égypte. Et qui m'a dit oui, mais tu vois, les expats ils sont très en relation avec les diplomates français, tous ceux qui relèvent un peu de services, des machins, etc. Et il dit oui, je suis en contact avec des gens très sérieux, j'ai discuté avec eux du Covid, ils ont confirmé toute la thèse officielle à lui, tu vois, en mettant l'autorité en jeu, et il dit ouais, moi je leur fais confiance, etc. Et lui par contre il a suivi, tu vois, leurs conseils. Et tu vois, je me dis, peut-être c'est comme ça qu'ils fonctionnent les fact-checkers. C'est qu'ils sont arrogants parce qu'on les met dans un milieu, on les met en contact avec des gens soi-disant importants, où ils ont des informations soi-disant confidentielles que tout le public n'a pas, mais c'est juste que les mecs qui sont à côté d'eux, ils leur racontent des conneries, ils leur disent c'est un privilège qu'on te raconte ces conneries-là, tu vois. Et on revient au sujet de l'autorité. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont donné leur autorité au monde extérieur et qui ne réfléchissent plus par eux-mêmes. Tu vois, parce que le fameux problème, comme on l'a vu avec cette fameuse vidéo du chelou philosophe suisse, je sais pas quoi, qui disait le problème avec le complotiste, c'est qu'il réfléchit par lui-même, tu vois. Et le problème des fact-checkers, c'est qu'ils ne réfléchissent pas par eux-mêmes, justement. Tu vois, ça va dans les deux sens. Donc, mais bon, depuis la réponse de Zuckerberg et depuis l'article de New York Times, c'est le bordel. Zuckerberg a été mis dans le même tiroir qu'Elon Musk et les attaques deviennent extrêmes et ridicules au point où on a eu Thierry Breton. Je ne vais pas passer la vidéo parce que c'est pas BFM, mais je crois que les autres chaînes, voilà, et je veux pas que la vidéo soit utilisée pour bloquer cette vidéo-là. Donc, en gros, Thierry Breton qui dit c'est pas bien ce qu'ils font, c'est mauvais et tout, il faut interdire X. Okay, il faut pas exclure, c'est la loi, il faut suivre la loi et blablabla. Bla, bla, bla. Alors, ce mec-là, qui n'a plus aucun rôle aujourd'hui, c'est un ex-commissaire de je sais pas quoi, de l'Union européenne,
Maintenant, on va rappeler un petit peu son histoire. Je suis tombé sur cette tweet de cette personne que je trouve très intéressante, avec des posts très intéressants, qui nous donne le vrai CV de Thierry Breton. Alors, on va se rappeler de quelques faits. Alors, il a à l'entreprise Boule, de 93 à 97, le groupe s'effondre au départ de Breton. L'État doit mettre 100 millions d'euros pour lui éviter le dépôt de bilan. Ensuite, il est allé à Thomson de 97 à 2002. Au bord du gouffre, quelques mois après le départ de Breton, 3 ans plus tard, la marque, qui était un fleuron de l'électroménager français, est vendue à un repreneur chinois pour une bouchée de pain. France Télécom, 2003-2005. Breton refuse d'investir dans le tour baladeur numérique, dans le tout premier baladeur numérique MP3 au monde, 3 ans avant l'iPod, mais à la place a initié une politique de management brutal pour pousser des départs volontaires. Le plan Top, son successeur en 2003, suit la feuille de route de Breton. Bilan, 19 suicides et moins de 12 tentatives. Et en moins 12 tentatives, en même pas un an. Et on se rappelle de cette période-là un petit peu sombre, le suicide de France Télécom. C'est très sombre. Ensuite, en plus, j'ai un ami, son père, il a été touché par ça directement. France Télécom, il travaillait. Et son père, il a fait un séjour. Et c'était à cette époque. Écoutez, ce mec-là, on dirait que c'est... en fait, on ne peut pas être aussi mauvais inconsciemment. C'est là, on dirait que le mec, partout où il va, il emmène le désastre avec lui. Tu sais à quoi ça me rappelle? Ça me rappelle les petites entreprises américaines qui sont utilisées par la CIA pour aller attaquer toute forme de concurrence pour permettre aux États-Unis de maintenir le contrôle de ces marchés-là, tu vois. Et ce mec-là, il a l'air d'être à fond là-dedans, parce que partout où il est allé, c'était la merde. Ministre de l'économie, 2005-2007, Breton cède des actifs très rentables pour l'État à un prix dérisoire. Alstom, Aéroport de Paris, GDF et surtout nos autoroutes. Ça allège très légèrement la dette publique à court terme, qu'il contribue quand même à augmenter, passant de 1147 milliards à 1211 milliards pendant son mandat. À long terme, c'est une catastrophe très sévèrement dénoncée par la Cour des comptes. L'État a perdu plusieurs milliards de recettes publiques grâce à Breton. Atos, 2008-2019. Breton endette le groupe par une frénésie d'acquisition sans aucune vision stratégique et synergie, qui plus est à des tarifs surévalués. Je vous dis, c'est de la guerre économique. Thierry Breton, c'est un agent, vraiment, quand je regarde son CV, Thierry Breton, c'est un agent de BlackRock ou de McKinsey ou de je sais pas quoi, qui viennent pour démonter toute forme d'entreprise qui n'est pas sous le contrôle de la CIA. Ils viennent, ils démontent tout pour permettre aux États-Unis de maintenir leur domination. Ne soyez pas surpris si toutes les grandes compagnies naissent aux États-Unis. Vous pensez pas qu'il y a quelqu'un en France qui a inventé Facebook? Moi, j'en connais un qui a inventé Facebook avant Facebook. Ça n'a pas marché. Et après, il y a eu MySpace qui a apparu, et machin, la concurrence a disparu complètement. Mais MySpace, ça a marché un peu. Mais après, Facebook, ça a marché. Tout ça, États-Unis. Microsoft, États-Unis. Apple, États-Unis. HP, États-Unis. Tu vois, pourquoi? Parce qu'ils attaquent tout ce qui est concurrence à l'étranger à travers des agents infiltrés. Et Thierry Breton, vraiment, on dirait qu'il en est un. Tu vois. Mais carrément. En 2019, il part se planquer à la Commission européenne. Il revend toutes ses parts, et parce qu'il savait que le vent allait tourner, donc bonjour le délit d'initié, et se prend quand même une retraite chapeau qui coûte 20 millions d'euros à Atos, histoire de creuser son déficit. Un an après son départ, Atos plonge dans une longue descente aux enfers dont elle ne se remettra jamais. Valeur de l'action en 2019, 68 euros. Valeur de l'action aujourd'hui, 0,002. En gros, le mec, tous ceux qui ont investi à Atos... Il y a aussi toutes les affaires liées à ces sièges dans certaines CA, affaires Rodia, monstrueuse affaire de délit d'initié avec 2 meurtres dans le lot, l'affaire Atos, la surfacturation, l'affaire Canal+, l'affaire des radars, affaire des opérateurs, etc. Conclusion. Si nous vivions dans une démocratie saine, la France aurait d'abord l'obligation d'enquêter sur Thierry Breton avant d'enquêter sur Elon Musk. Ok? Complètement. Claire, voilà. C'est un renégat, C'est vraiment, et c'est pour ça que je voulais le dire, pour que vous voyez qui sont les représentants politiques qui sont censés se battre pour nous. Et vous voyez qu'ils se battent contre nous, en vrai, contre tout ce qui fonctionne en France. Alors,
Mais ça ne se passera pas, cet effort d'interdire X en Europe, ça ne se passera pas sans conséquence, car les États-Unis se sont déjà exprimés sur la volonté de l'UE de réguler X. Donc, le vice-président, J.D. Vance, a été extrêmement clair. Toute tentative de régulation de Twitter mènera à un retrait des États-Unis de l'OTAN et laissera l'Europe face à la Russie. Ok ? Donc, dites-vous bien, si vous entendez demain que X est interdit, ou que Facebook est interdit, parce que Facebook a dit aussi qu'il bosse avec Trump, et Trump c'est le président, J.D. Vance c'est le vice-président, c'est Trump qui décide. Donc, Facebook et X, ils ont la protection de Trump qui, si jamais l'Europe cherche à les bannir parce que de l'information sortira, ils ne pourront pas contrôler le narratif, bah, automatiquement, les États-Unis sortent de l'OTAN et là, c'est la fin de l'OTAN. Voilà. Bah, c'est la fin de l'OTAN et c'est surtout le début de la grande domination russe sur le territoire européen. Ça, il faut le dire aussi. Hein. Ah bah ça, ouais. Ouais. Et voilà. Donc, est-ce que c'est clair? Jusqu'à là, on arrive à suivre. Bien entendu, cela s'applique à présent sur Facebook aussi, blablabla, blablabla. Clairement, c'est la guerre entre le gouvernement de Trump et l'UE, mais ça nous prendrait des heures à expliquer ce qui se passe. De toute façon, c'est ce qu'on a fait depuis 2020. Alors, là, on a Emmanuel Macron qui attaque Musk. Ensuite, Musk qui répond, qui bombarde Macron. Et en fait, on est en train de voir Elon Musk avoir une certaine autorité que personne n'a eu jusqu'à présent. Il est capable d'aller confronter des politiciens frontalement, sur les réseaux sociaux devant des centaines de milliers de personnes, millions de personnes, et de faire des carrières. Enfin, alors pour l'instant, c'est utilisé dans un bon escient, tu vois, mais c'est pareil comme Neuralink. Neuralink, c'est utilisé à bon escient. On a parlé en dernier ou avant-dernier live, quand tu as un enfant qui est paralysé, que Neuralink lui permet de marcher, c'est sûr, c'est une bonne chose. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que Neuralink, c'est une interface à deux sens. C'est si toi, tu peux communiquer des choses à l'ordi peut communiquer des choses directement à ton cerveau aussi. Donc, voilà. Et là, c'est la même chose. Tout ce pouvoir. Entre le trône, le problème, c'est pour ça qu'on parle de forces spirituelles qui sont à l'œuvre et pas d'humains. Tu vois, il n'y a aucun humain qui sera intelligent de mener des plans comme ça. Le problème, c'est le trône. Et ce trône-là développe son pouvoir depuis, c'est la suite de Rome. Hein. C'est la suite de la Rome antique. D'ailleurs, je regardais le film Megalopolis, je vous conseille de le regarder, il est un peu chelou, difficile à comprendre, mais vous allez trouver dedans le maître du temps, que je vous ai parlé d'un certain baron Trump qui va avoir les clés du temps et blabli et blabla, et etc. Et ça parle, il te dit clairement que nous sommes à Rome, et il te parle du monde moderne comme si c'était Rome, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, vous savez qui a parlé c'est toi qui m'avais envoyé ça, Nico, je crois. Hop. Tiens, moi, je regarde plein ça. de trucs, hein. Je te spam carrément. Elon Musk qui vient de répondre à une personne qui parlait du fait que Baron Trump, le livre de Ingro Clockerwood ou je sais pas quoi là. Les travaux de Nikola Tesla en fait. Ouais. Mais on avait parlé de ce livre-là, pas les travaux de Tesla, mais celui-là de Inger Lockwood, il s'appelle comme ça. Je crois. Les aventures de Baron Trump. J'ai le bouquin, je l'ai en bas, je peux aller vous le chercher, mais on avait parlé de ce bouquin déjà en 2020. Okay? Maintenant, tout d'un coup, Elon Musk, il en parle aussi, et il y a le nom Baron Trump qui est en gros dans la face de tout le monde sur un livre qui date de 1880, un truc comme ça. Et ça parle de temps et de choses vraiment bizarres. Donc vraiment, ça mérite votre détour, ces histoires. En tout cas, si vous avez suivi nos lives depuis le début, vous savez de quoi Musk il parle là actuellement. Oui, mais en tout cas, c'est marrant en fait, parce que la dame en question là, qui pose ce tweet, elle souligne que voilà, elle commence son tweet par les travaux de Nikola Tesla, et le mec qui était censé recueillir les dossiers des travaux sur Nikola Tesla, c'était un ancêtre de Trump, le grand-oncle, je crois, quelque chose comme ça. Et elle parle de plusieurs autres aspects, et Musk, il commande juste
Il dit, juste une coïncidence avec un clin d'œil, tu sais, smiley clin d'œil. Ouais. Et là, tous ouais, les lien chapeaux entre d'alu. le nom de Trump et le Tesla, oui, c'est clair. Alors, cela dit, on a parlé d'autorité. Il est important de ne pas accorder son autorité à des sauveurs extérieurs et quand on le fait, tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Car si l'on prend de la hauteur, on voit un Elon Musk cumuler un pouvoir d'influence extraordinaire au point où il peut confronter frontalement des politiciens de très haut calibre et les faire tomber comme du PQ d'occasion. On voit aussi le fait que le gouvernement Trump s'implique énormément à la protection de la liberté d'expression. Cela n'enlève en rien le fait que le gouvernement de Trump bosse directement avec la plateforme la plus utilisée de tous les réseaux sociaux, je parle bien de X, une arme de destruction massive dans une guerre de l'information. Et comme on l'a vu au tout début de cette partie, si l'on regarde du côté de l'histoire, à chaque fois que les médias travaillaient main dans la main avec les gouvernements, cela se finissait en régime autoritaire. Ignorer ce constat revient à courir nu dans un champ de concombres ayant les yeux bandés et après un jour de pluie d'huile pour bébé. On commence en poésie et on finit en poésie. On ne peut pas ignorer ces choses-là si on veut vivre dans un monde sain. Donc, alors, c'est la fin des fact-checkers. C'est la fin de la culture woke, ça on a parlé il y a quelques émissions déjà. Vous voyez que le vent est en train de tourner. L'année 2025 sera très intéressante.